Apéro spécial cuisine. Salut à tous, on va faire des recettes là pendant quoi, 3/4 d'heure, On va voir. une demi-heure, 10 minutes peut-être. Peut-être 10 minutes. Ouais. On s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Bon écoute, ça va plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Hein. Les Suns sont toujours en course en playoff, donc moi tant que les Suns sont toujours en course en playoff, je suis content. Exactement. Voilà. Si votre équipe est encore en playoff, dites yippee yo, sinon le reste c'est silencieux. Et justement, Taisez-vous les autres. on va... Ou alors exprimez-vous très fort dans cet apéro. Certains ont vu le titre, se sont posé les questions, mais Qu'est-ce que que c'est faut-il pour être champion NBA? Qu'est-ce qu'il faut? Quoi? Trash talk, expliquez-nous. Par rapport aux apéros d'actu qu'on peut faire habituellement, on voulait sortir un petit peu de ce qui se passe, et encore c'est lié à l'actualité, puisque nous sommes en pleine finale de conférence. Plein dedans là. Évidemment. Et donc on voulait se pencher sur un sujet qui date, depuis l'histoire du début de l'humanité. Que faut-il? Quels éléments faut-il dans une équipe pour qu'elle devienne championne NBA? Voilà, exactement. Dieu sait que c'est un parcours long et semé d'embûches. Bien sûr. On parle souvent de construction d'équipe pour le titre. Il y en a qui sont plus des partisans de ceci, cela, telle recette, telle recette, telle recette. On nous parle des fois de long terme. Par exemple, moi, c'est une notion que j'ai toujours un peu de mal à appréhender en termes de NBA, parce que pour moi, le long terme en NBA, c'est ce qu'on appelle le court terme ou le moyen terme maximum dans la C'est vie ce fameux long normale. terme de 18 mois. Ouais, c'est ça, voilà. Dans la vie normale, au mieux, c'est du moyen terme, quoi. La NBA, Ça va voilà, vite. quand toute l'idée, c'est de créer une équipe qui peut potentiellement jouer le titre. Donc c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est comment tu t'y prends. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, ta fenêtre de tir, elle est pas grosse, quoi qu'il arrive. C'est clair. Tous les joueurs, coachs, assistants ou anciens qui ont l'ultime, la bagouze, et qui peuvent donc dire qu'ils ont été champions NBA, l'affirment tous ensemble. Ils peuvent venir de différentes époques, de différentes histoires, de différentes équipes, de conférences, de tout ce que vous voulez, mais il y a un sujet sur lequel ils sont tous d'accord. C'est très compliqué de remporter un titre NBA. Énormément de paramètres. Il faut plein de paramètres, exactement. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'est à la fois discuter ensemble et avec vous des différents modèles qui existent. Parce que s'il y a bien une chose que la NBA nous a appris au fil des décennies, quand même, on a plus de 60 ans de NBA, c'est que ça serait s'il y avait un seul modèle unique, quand même. Ouais, non. Il n'y a pas un modèle unique. Non. Par contre, il y a des grands paramètres que tu retrouves dans tous les modèles. Tout à fait. Déjà, tu vois, genre, bien sûr qu'il n'y a pas un modèle unique. Peut-être on peut commencer par là, par les grands modèles. Bien tu sûr. vois, je sais pas. Ah mais si, tout à fait. Genre le modèle à la Lakers, à la gros marché. Commençons donc justement par l'élaboration de ces modèles. Tu vois. Allons-y, tout à fait. À la Lakers, à la gros marché. Oui. Genre, on va prendre une star ou deux, on va les mettre, et puis on va bricoler autour, mais en gros, on prend des stars. En gros, on ne développe pas forcément tellement, ni même de culture ou de fond de jeu basé sur tout un truc, tu vois, où on a souvent dit, genre, oui, le fond de jeu, les Suns, ils jouent vite, gna gna gna, ou je sais pas quoi, enfin des trucs qui sont pas forcément toujours vrais d'ailleurs, hein, mais en gros, bah là récemment, les Lakers, et c'est pas du tout la première fois qu'ils font ça dans leur histoire, hein, pas du tout, ça a été recruter LeBron James à une intersaison, qui lui-même, une fois aux Lakers, a recruté avec les Lakers Anthony Davis. Ensuite, qu'est-ce qui reste comme pognon? Qu'est-ce qu'on met comme role player autour? Tout à fait. C'est une façon de voir les choses, une construction sportive qui est très dans l'instant, qui est très en mode on prend les stars, on veut gagner tout de suite. Tout de suite maintenant, ouais. Qui, dans le cas, par exemple, de Shaq et Kobe, si tu arrives à garder les stars, peut mettre un peu de temps. Je veux dire, Shaq, il arrive en 96 aux Lakers. Le premier titre, c'est 2000, donc ça a mis 4 ans. Tu vois, quand même, c'est pas rien. Ça, c'est un premier modèle. C'est un modèle de star, de gros marché, je trouve, quand même. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la base, déjà, il faut se dire dans quel endroit on se situe. Quand tu habites à Memphis ou dans d'autres petits marchés comme celui-ci, je singularise Memphis, mais évidemment, il y en a d'autres, situés, je sais pas, par exemple, du côté de peut-être Portland n'est pas non plus un énorme marché, peut-être d'autres équipes comme ça dont on peut parler, Orlando aussi, même si c'est sympathique. T'as pas le même pouvoir d'attraction que les Lakers, que des gros marchés new-yorkais, Los Angeles, les grandes villes, que les villes où il n'y a pas forcément les mêmes histoires de taxes. On le sait souvent, on le ressort, les histoires que quand t'es au Texas, ou en Floride, t'es peut-être un peu plus attirant que dans d'autres États, etc. Et donc quand tu as un petit marché, tu fonctionnes différemment. Dans les grands, c'est vrai que tu as le sentiment que, parce que beaucoup juste des humains, au-delà des joueurs, veulent vivre dans des grandes villes aussi,
bah du coup tu peux te permettre de suivre ce modèle-là, où tu vas pouvoir attirer et signer des gros joueurs, et donc être en productivité tout de suite, et aller chercher le titre. Et après, être un gros marché ne suffit pas. On l'a vu récemment avec par exemple les Knicks, qui se sont pris des râteaux de stars sur la free agency à ne plus quoi savoir en faire ces dernières années, parce que New York, ça reste attirant comme ville, ça le restera à mon avis longtemps encore. Par contre, les Knicks, là, ça va peut-être aller mieux là. Mais fut toute une période où les mecs étaient là genre oh lol, quoi, comment ça, je vais venir, moi Kawhi Leonard, je vais venir jouer aux Knicks, vous êtes des malades ou quoi? Ça va pas être possible. Genre, moi, non. Et les Nets ont connu ça, et les Nets ont réussi à faire un travail qui leur a permis ensuite de se comporter comme un gros marché. Exactement. C'est ce qui me menait notamment à ce... Exactement. C'est ce qui me menait notamment à un deuxième point, parce qu'on va faire les modèles point par point et on va ajouter les paramètres au fur et à mesure. Certains connaissent ce tweet que j'avais balancé il y a quelques années, qui était une punchline à la base, mais qui maintenant qui est redevenu un peu comme une phrase de testament. C'est si tu as un bon propriétaire et ou un bon general manager, tu peux dormir tranquille. Je ne connais pas d'équipe titrée qui n'ont pas de bon general manager au président des opérations basket, ça n'existe pas. Il te faut un architecte qui soit capable de bien faire les choses, et où... Il y a peut-être un ou deux trucs, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, et c'est pour ça que je mets la case proprio aussi, parce que, évidemment, pour chaque paramètre qu'on va donner, on va présenter évidemment les exemples qui vont dans ce sens, et aussi les contre-exemples. C'est-à-dire que quand tu as, par exemple... La continuité qu'on a vue avec les Spurs, c'est parce que tu savais qu'il y avait R.C. Buford qui était là avec Peter Holt, et que tu avais bon propriétaire, bon general manager, et le propriétaire, il faut qu'il soit pas une pince, et il faut qu'il laisse la place à son président ou GM la liberté de pouvoir agir. Exactement. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire très bien, tu viens de sortir l'exemple des Knicks, je ne comprends pas, je suis un gros marché, oui mais mon propriétaire est un connard, donc du coup je suis général manager ou président des opérations basket, j'ai les menottes aux mains puisque je ne peux pas trop faire d'action. Et une image pas terrible aussi. Et une image pas terrible, tout à fait. Mais donc on voit ce qui se passe par exemple avec Dallas, qui a complètement explosé à la fin des années 90, début des années 2000 sur la scène NBA, parce que tu avais un propriétaire qui était hyper généreux et qui disait let's go, on va aller chercher le titre, Mark Cuban, et aussi un général manager, président des opérations basket, Donnie Nelson, qui disait ok, moi je pense qu'on va partir sur cette direction, il nous faut tel gros agent libre, il nous faut tel test, etc. Les franchises où il y a un petit peu des pinces, ou alors les propriétaires sont trop intrusifs dans le basket et ils ne s'y connaissent pas assez, je pense que souvent ça joue beaucoup trop de tours. Tu l'as vu toi avec Phoenix pendant des années, plein de franchises sont maudites au niveau de leur président ou de leur général manager et c'est compliqué. Très compliqué. Si t'as pas un bon président ou un général manager, c'est clair que de qualité, c'est très compliqué. Ton seul moyen dans ces cas-là, c'est de réussir à attirer une grosse star et de faire de... Y a-t-il des exemples ? Parce que tu vois, on s'est foutu de la gueule de Rob Pelinka, après on a fait quand même ce qu'il a mis autour de LeBron. Ouais, avant ils ont réussi à faire venir LeBron avec Magic Johnson. Ouais. C'est pas un génie du general manager comme l'ami Magic. Non, mais c'était dans le modèle de gros marché, les Lakers, etc. Tout à fait. Il nous faut une star et tout de suite, et on va entourer autour. Donc c'est vrai que c'est un modèle différent. Sur le président général manager, je pense que c'est quasi. J'arrive pas trop à avoir de modèle où il n'y a pas de. Où il y a une franchise qui peut se dire si non, on avait une pince complète et puis on a déroulé quoi. Non, c'est clair. Parce que même Dan Gilbert aux Cavs, il a quand même claqué. Il a quand même claqué. Hein. Et même si on s'est souvent foutu de la gueule de OKC, enfin tu vois, je veux dire. Il a claqué Clay Bennett. Il a claqué de fou. Mais en même temps, on a dit putain, l'histoire de Ibaka, Harden, qui on garde qui, on sait pas trop, est-ce qu'on veut se mettre dans la taxe, etc. Souvent, on a ces discussions au début de saison. C'est intéressant d'ailleurs, OKC, qui est quasiment l'anti-modèle des gros marchés. C'est intéressant. Tout à fait, on va dire. Exactement. T'avais le sentiment à l'époque, quand il y a eu cette histoire de Harden et Ibaka, que c'était un petit peu, oh putain, être dans la luxury tax, ça fait flipper beaucoup de monde. Combien y a-t-il de franchises NBA qui ont gagné le titre sans se mettre dans la taxe ? Ça peut y en avoir beaucoup. Non, c'est clair. Donc il faut un proprio qui se dise genre je vais serrer la ceinture, par contre je vais être dans l'histoire. Dans l'histoire, ou qui se disent il y a peut-être des moyens de rentabiliser ça aussi derrière, parce que moi je connais pas tous les business models des franchises NBA, mais à mon avis quand tu gagnes un titre, peut-être t'as claqué de la luxury tax, mais peut-être tu t'y retrouves sur d'autres aspects. Après tu vas te prendre la luxury tout court. Voilà, peut-être aussi que ta franchise tu l'as acheté 100 millions et qu'elle vaut 2 milliards. Ça peut être un beau modèle. Tu vois ce que je veux dire ? Salut Houston. Salut Houston, exactement. Tu parlais à l'instant des petits modèles à l'encontre des gros marchés ? Oui, disons que, bon, ils n'ont pas gagné le titre, le Thunder, mais ils ont essayé un modèle avec 3 drafts de suite où ils ont drafté 3 monstres de suite. Et ils ont construit dessus.
jusqu'à temps que Harden ne soit pas gardé et soit échangé aux Rockets, mais quand même, Kevin Durant d'abord, puis Russell Westbrook, puis James Harden. On en a fait une enquête, c'est un what if permanent, qu'est-ce que ça aurait donné s'ils étaient restés ensemble et tout. Tu as un autre exemple qui, lui, pour le coup, est plutôt victorieux, qui est celui des Warriors, qui est sur une base de draft. Tout à fait. Après, ils ont entouré leur base de draft, mais quand même, C'est la draft. Steph Curry, tu drafts, Klay Thompson, tu le drafts, Harrison Barnes, tu le drafts, Draymond Green, tu le drafts. Alors oui, tu as eu la bonne idée de, à un moment donné, faire le trade pour récupérer Andrew Bogut et lâcher Monta Ellis. Après, tu as récupéré Iguodala. Enfin, tu as mis du très bon. Tu voyais que ça plafonnait un petit peu avec Mark Jackson. Tu as fait, bon, bah tiens, tu sais quoi, on va prendre un coach rookie. Tiens, Steve Kerr, c'est bien ça. Bien sûr. Voilà, il connaît déjà le chemin et tout. Le coach, c'est forcément un paramètre dont on va parler. Mais en tout cas, les Warriors ont réussi à dominer la NBA pendant une bonne partie des années 2010 sur une base drafté. Bien sûr. On a oublié souvent et qui a été rappelé par la suite, c'est vrai. On se disait, n'oubliez pas quand même que les Warriors, avant de parler de waouh, à quel point c'est clinquant, ça vient aussi de l'interne. Et une base de développement. Ouais. C'est-à-dire que Stephen Curry, au bout de 1 an et demi, on était là genre, wow, est-ce que ses chevilles vont tenir? Est-ce que c'était vraiment bien et tout? Puis en fait, ils l'ont travaillé. Ils ont travaillé avec lui, ils l'ont développé pour en faire le joueur qu'il est devenu, c'est-à-dire le joueur autour duquel tu bâtis une équipe immense. Ce qui se croise évidemment avec ces histoires de GM, parce qu'il faut drafter Draymond Green en 32e, parce qu'il faut se dire genre bon, bah en fait, on va avoir des bons recrutements aussi à faire discrets. Andrew Bogut, putain, tu te fais huer par Monta Ellis, etc. Le modèle Spurs aussi, quelque part, qui a été celui aussi de développer Tony, Parker, Manu, Ginobili, Tim, Duncan, Kawhi, Leonard et tous les garçons qui sont passés par là et qui ont été formés. C'est intéressant le modèle Spurs, parce que t'es par la draft, t'es à travers la draft, mais tu as quand même un first pick, un first pick évident, je veux dire, un premier choix, pardon, évident en Tim Duncan, genre où je pense que toi ou moi, on aurait fait non, mais c'est bon, on va prendre Tim Duncan en fait. Tu vois, genre, je pense pas que beaucoup de GM se seraient trompés cette année-là, si, tu crois? Oh, quand même. J'adore DeAndre Ayton, hein, mais il y a plein de gens qui ont laissé passer pour Luka, hein, par exemple. Ça semblait évident. De quoi, Luka? Oui, c'est vrai. Bon, enfin bref, je t'ai coupé, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Toujours avoir un GM qui se trompe. C'était le LeBron 2003, c'est Duncan 96. Ouais, je suis d'accord. Ça se voyait fort, il y avait assez peu de doutes. Le mec était déjà attendu en 95, après il était attendu en 96. On en a fait une enquête aussi. Finalement, il est venu en 97. Donc, tu as un talent générationnel. Mais par contre, ce qui est très fort de la part des Spurs, c'est que grâce aux drafts suivantes, ils vont entourer ce talent générationnel. Alors qu'ils sont déjà en train de gagner, en fait. Parce qu'en fait, ils gagnent tout de suite avec Duncan. Mais dès la draft 2001, il y a Tony qui arrive. Manu, il arrive juste après, je crois, il est drafté... Draft 2000. Ouais, draft 2000, mais il arrive l'année d'après. Il arrive 2002. Tout à fait. L'année d'après Tony. Enfin, voilà, tout ça. Et après, t'as les bons petits role-players. Genre, tiens, Robert Horry, viens par là. Tiens, Bruce Bowen, tiens, viens. Tu vois, attention, le recrutement est bon aussi. Mais quand même, la base, elle aussi, d'une putain de dynastie, est la draft. Kawhi Leonard. N'est pas genre... Ah, Tim Duncan, il était agent libre. Ah bah tiens, viens, on te met le max et tout, viens chez nous. Non. Ce qui m'amène quand même à une question, parce qu'on va faire des petites transis parfois entre certains paramètres. Là, quand on se penche sur les modèles, on est aujourd'hui dans une nouvelle ère où il y a beaucoup de mouvements de joueurs, où on est en train de se poser des questions sur les contrats. Ça donne des modèles hybrides. C'est ça. Mais on a vécu beaucoup en NBA l'histoire de la loyauté des joueurs qui font de longues carrières dedans. On se dit que Dirk Nowitzki 20 ans, Kawhi Leonard 20 ans, John Stockton, Karl Malone, enfin pas Karl Malone pour le coup, mais John Stockton... il est quand même resté 17 ans. Resté 17 ans, mais tu vois, je fais... Carlos. Oui, je suis d'accord. Il est parti aux Lakers pour le finish, pour ceux qui s'en souviennent pas. Magnifique. C'est comme si ça devenait de plus en plus rare parce que les joueurs sont en mouvement. Est-ce qu'on peut continuer à être dans des modèles comme ça où en fait ta base, peut-être 3 de tes 5 meilleurs joueurs viennent de ta propre draft. C'est de plus en plus compliqué, c'est ce que je disais, ça devient des modèles hybrides. Par exemple actuel, si les Bucks arrivent à devenir champions, ils ont drafté Giannis Antetokounmpo. Leur pilier est en interne. Leur pilier, leur joueur de ouf, c'est un joueur qu'ils ont drafté, et en plus relativement loin, puisqu'ils l'ont pris 15e, je crois. Donc... bien sûr, non, il y a pas mal. John Hammond, très bien. Hein, bravo. Par contre, il a fallu faire venir du Brook Lopez, du Jrue Holiday cet été. Chris Middleton, c'est un trade. Hein, Détroit n'en voulait pas. Enfin, n'en voulait plus. Moi, j'exagère, c'est pas vrai. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Enfin, c'est contre Brandon Jennings, Chris Middleton. Je me demande, tiens, je suis en train de chercher là.
Je vais... non, c'est pour Ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un peu un modèle un peu hybride, c'est-à-dire que ton pilier, ton joueur hyper fort, ton franchise est issu de la draft, mais en fait, par exemple, si tu as des Bucks champions 2021, il y aura quoi qui a été drafté par les Bucks? Il y aura DiVincenzo. Juste Brandon Knight et Slava. Ah non, c'est Brandon Knight. Non, Brandon Knight, Chris Middleton, Slava Kravtsov contre Brandon Jennings. What? Contre Brandon Jennings? Non, mais Chris Middleton. Ouais. Attends, refais-moi. Chris Middleton, il est échangé contre quoi? Avec Brandon Knight, tu veux dire? Non. Je comprends rien. C'est quoi ce trade? Pardon. Waouh. Vas-y, continue. Donc, oui, les Bucks peuvent être considérés comme un modèle hybride un peu nouvelle génération. Tu peux avoir aussi, potentiellement, puisqu'ils sont encore en course, les Suns. Si les Suns font des très beaux playoffs, est-ce qu'ils vont être champions au moment où on tourne cette vidéo? Rien n'est encore sûr. Brandon Jennings contre Brandon Knight, Chris Middleton et Slava Kravtsov. Vache. Yeah. Pas mal. Beau trade. Bref, faut utiliser. Les Suns. Donc tu construis avec de la draft, t'as drafté Booker, t'as drafté le numéro 1 DeAndre Ayton. N'empêche qu'on peut pas nier que même si Ayton et Booker sont des joueurs absolument incroyables, c'est quand même aussi, et beaucoup, le trade de Chris Paul et l'arrivée par exemple d'un Jay Crowder et tout, qui t'aide bien à passer un cap, même si t'as Michael Bridges, donc c'est hybride un peu. Tout à fait, ça te fait passer un cap. Après, c'est marrant que tu mentionnes ça parce que en ce moment, on est là genre oui, James Jones, Executive of the Year, tout à fait, mais c'est marrant parce qu'on a souvent craché sur la gueule de Ryan McDonough à Phoenix, qui est quand même responsable. Il a drafté Devin Booker quand même. Devin Booker, DeAndre Ayton et Michael Bridges. Oui, c'est vrai. C'est les trois qui sont quand même aujourd'hui trois titulaires d'une équipe finaliste de conférence. Et quelque part, quand tu regardes Atlanta, John Collins, Trae Young, Kevin Huerter, DeAndre Hunter, Cam Reddish. C'est de la draft tout ça. C'est du local. Bien sûr. Donc il faut forcément ajouter après des garçons via ton general manager qui vont te faire passer un cap, parce que Phoenix aurait atteint un plateau si tu n'avais pas ça. Typique par exemple Dallas, où tu as en interne peut-être des garçons comme Luka Doncic ou autres que tu as pu développer, mais il faut ensuite d'autres pièces autour de certains éléments que tu as pu drafter pour faire le boulot. Mais donc le modèle un peu hybride, modèle un peu hybride qui est en train de se construire est est absolument inévitable vu la tendance actuelle avec le power, le player empowerment, les joueurs qui changent de ville et tout, et il va cohabiter ce modèle un peu hybride, c'est-à-dire à cheval entre des gars draftés que tu as bien senti plus les bons gros agents libres ou le bon gros trade au moment où il faut. Ça peut donner des très bonnes équipes et des vrais gros contenders. Et l'autre modèle qui lui subsistera toujours, qu'on n'a rien à péter, c'est le modèle bonjour. Alors, moi, je suis les Nets, ça y est, je me suis reconstruit, je suis un gros marché. Tiens, viens, Kevin, viens, Kyrie. Tiens, ah bah oui, vous avez raison, en janvier, on va tout casser, on va prendre James Harden, tu vois, genre ça, c'est le modèle. On arrive, on vous roule dessus. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il existe d'autres paramètres qu'on va devoir évidemment mentionner. Bien sûr. Et il y a évidemment le fameux paramètre qui fait jaser tout le monde en ce moment, et il n'existe pas une saison NBA sans qu'on en parle, c'est la Croix-Rouge. La blessure, l'infirmière. Il n'existe pas d'équipe qui peut être vraiment championne NBA sans avoir, au moins sur sa saison championne, une bonne étoile, c'est-à-dire, j'ai pu avoir des blessés pendant la saison, mais j'ai des joueurs qui sont en forme jusqu'au bout le plus possible. On est sur des jeux d'échecs où pendant les playoffs, tu vas avoir des absences, des présences. Comment ça fonctionne? Une équipe qui est championne, elle a forcément eu un bon alignement des planètes au niveau de sa salle des kinés. Bien sûr, parce qu'on peut me dire ce qu'on veut. Là, j'ai vu des gens qui critiquaient certains staffs médicaux et tout. Je suis pas assez expert là-dedans et je m'y connais pas assez. J'ai vu des gens qui disent oui, Jamal Murray, il est revenu beaucoup trop vite. Jamal Murray, à l'époque, j'ai vu des critiques à l'époque sur le staff médical, par exemple des Nuggets qu'on dit, tu vois, genre, oh là là, il était pas prêt, il forçait, il est revenu trop vite, c'est pour ça qu'il se fait les croisés. Je peux pas juger ce genre de truc, ce que je sais, c'est que Jamal Murray s'est fait les croisés, et que ça, c'est un gros problème dans une éventuelle quête de titre du côté des Nuggets. Ça, c'est sûr. Ce qu'on sait pour revenir sur les Nets, c'est que oui. Non seulement Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, du fait des blessures, n'ont pas pu beaucoup jouer de matchs ensemble pendant la régulière, mais en plus, tu arrives en playoff où tu crois plus ou moins que ça y est, c'est bon, c'est ensemble, tu vois, la série contre les Celtics, on est là, on fait « Waouh, bordel, la machine offensive, nanana, et tout ». Début de série contre les Bucks, tu perds James Harden direct, cuisse, vraisemblablement un setback de sa blessure précédente, clairement. Et au match 4, t'as Kyrie, où là, on est vraiment sur le fait de jeu. Venez pas me dire que Giannis fait exprès, je sais pas quoi, c'est pas vrai. Bref, voilà. Il se fait la cheville tourne. On a vu pas mal de chevilles tourner là
pendant ces playoffs ou même juste avant. On a vu celle de Donovan Mitchell aussi tourner et tout. Bah oui, ça fait partie du petit côté un peu chance, un peu bonne étoile, là, comme tu disais, que voilà quoi. Il te la faut cette part de bonne étoile au niveau physique. Et ça n'existe pas quelqu'un qui peut dire on a été champion alors qu'il nous manquait 2 de nos 3 meilleurs joueurs ou c'était la cata totale et notre infirmerie était remplie. Tu es obligé, on pourrait prendre une demi-heure maintenant et faire les 25 derniers titres et trouver des choses sur le chemin. On se pose encore des questions, et certains se posent encore des questions sur qu'en est-il du palmarès des Raptors s'il n'y a pas KD qui se fait tendon d'Achille et Klay Thompson qui se fait le genou à la fin. On se pose encore la question de savoir si les finales de 2015 avec LeBron face aux Warriors, est-ce que c'est vraiment le premier titre des Warriors parce que LeBron perd et Kevin Love et Kyrie Irving quasiment coup sur coup. On peut se la poser, hein. Complètement. Et après on s'est dit, là, incroyable, l'année dernière, tout se passe bien pour LeBron et Anthony Davis. Qu'en est-il de nos amis les Suns qui sont aujourd'hui en playoff? S'il y a 2-1, il n'y a pas AD qui se fait la tête. Et puis si LeBron est un peu plus à 100% aussi. Tout à fait. Parce que on connaît le bestiau, c'est bien, on a bien vu qu'il était... Bien sûr. Il n'était pas tout à fait bien revenu. Et puis Anthony Davis, pas du tout, c'est clair. Ça n'existe pas, en tout cas parmi les paramètres, je crois que celui-là c'est un des plus indéniables. Il faut que tu aies ton matos en forme. Bah, disons qu'en plus c'est un des plus aléatoires. C'est-à-dire que c'est un des plus injustes. C'est-à-dire que t'es les Nets, tu mènes 2-0 contre les Bucks. Bon, match 3 un peu compliqué, tu te fais rentrer dedans, tu perds de justesse, mais quelque part t'as encore un peu la série normalement. Enfin, même si on peut dire le momentum, les Bucks avaient fait un truc de ouf et tout, n'empêche que t'es les Nets, tu peux quand même te dire waouh, si la cheville de Kyrie elle tourne pas au game 4, genre elle est comment la série en fait? Ah mais bien sûr. Tu vois? Et moi je comprends tout à fait que ça génère du sel, parce que c'est vrai que c'est très injuste quoi. J'ai parlé des Nuggets tout à l'heure, faut reconnaître que, tiens, je suis bien placé en tant que fan des Suns pour le savoir, genre c'est quand même très injuste pour les Nuggets et pour un MVP comme Nikola Jokic et pour la régulière qu'ils ont pondue, de pas du tout avoir Jamal Murray des playoffs, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est indéniable. Après, tu as évidemment, parce que certains vont, pour chaque paramètre, vouloir nous sortir des contre-exemples, c'est normal, tu as quelques rares moments dans l'histoire de la NBA où, sur une demi-série, ou un match, ou un fait de jeu, un joueur peut se blesser et où ça peut booster l'équipe, ce qu'on appelle l'effet Kumbaya, type Willis Reed. C'est-à-dire, au moment où sur un match, tu as un mec qui est vraiment blessé, ta star, l'équipe, sur un match, mais tu vois, sur 48 minutes, mais pas sur toute une série ou toute une épopée de playoffs, plusieurs en fait. Complètement, peut s'en sortir. Type les Clippers, genre on va voir ce qui se passe sans Kawhi. On va voir si Kawhi revient. Là, Évidemment. ils ont réussi à finir le Jazz sans Kawhi, match 5, match 6. Mais c'était un Terrence Mann game. Il y a eu un Terrence Mann game, il y a eu un Paul George game aussi un petit peu sale. Non, tout à fait. Et puis il y a une réaction collective et tout. Est-ce que face à la longueur d'une série contre les Suns, par exemple, avec l'éventualité d'un Chris Paul qui reviendrait, d'accord, pour Kawhi, ça n'exclut pas son retour apparemment. On va voir. Hein. Ah oui, bien sûr. On va voir s'il revient. Mais effectivement, sur la longueur d'une série, tu es quand même très désavantagé quand ton meilleur joueur n'est pas là. Quoi. C'est quoi. On le revoit clairement en tout cas sur cette playoff 2021. Je pense que le paramètre en effet blessure, il est plus que coché. Il faut l'avoir dans ta... Vous vous imaginez dans la cuisine. Et là on est en train de donner différents éléments. Alors on a dit qu'on savait pas encore quelle cuisine on prenait entre petit et grand marché. On savait pas si on avait des couteaux en inox ou des couteaux en plastique. Hein. On va essayer de se débrouiller avec les ustensiles qu'on a. Mais ce qui est sûr c'est que tu vas avoir besoin quand même d'un bon general manager. Donc un cuistot tout simplement. Et pas trop de blessures. Qu'est-ce qu'on ajoute d'autre comme élément, Alex? Des stars, je pense que les gens ont compris. Il faut des stars, il faut des grands joueurs. Quand je pars star, je veux dire grand joueur. Joueur en forme, joueur dominant. Et franchement, je le mets au pluriel. Je le mets au pluriel. Il y a vraiment d'extrêmement rares exceptions. Je vois que tu vois qui sourit, t'as quoi? Oui, c'est 2004 Pistons. Avec tout le respect qu'on a pour Sean Billups, Ben Wallace, Rashid Wallace, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, il y en a aucun qui est dans notre top 100 all-time. Non. C'est une exception. C'est rarissime. C'est rarissime. Oui. Parce que même les Mavs de Dirk, déjà il y a Dirk. Non. Ensuite il y a quand même du Sean Marion qui était quand même multiple All-Star. Plus que les Mavs petit Jason Kidd, on va me dire qu'il était tout seul. Il n'avait pas de mec All-Star cette année-là. Il y a du Hall of Famer. Mais il y a du Hall of Famer dans le groupe. Et puis voilà. Donc c'est important quand même. Grand joueur, star, futur Hall of Famer, du talent et tout. Autre paramètre, donc, superstar dont tu peux utiliser, pardon. Oui. Quoi, ou star, grand joueur, non, je pensais que tu avais fini dessus ou tu voulais développer sur le côté star. Non, je pense que on peut développer plus si tu veux, mais... Moi c'était juste sur le côté pluriel. Ah quand même. La grande majorité, les statistiques en tout cas vont dans ce sens. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont championnes avec une seule grosse star. En fait, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Ah, même très peu en fait.
Est-ce qu'on considère que le modèle Spurs, c'est à multiples stars? Oh, quand même. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, je pose juste la question parce que je sais, Alex, je pose la question parce que je sais qu'il y a des gens qui vont poser la question. Oh, bah, quand même. Bah, je sais quoi, Manu Ginobili et Tony Parker, c'est pas des stars. Pour moi, C'est pas des gros joueurs, c'est pas des mecs qui vont aller au Hall of Fame, en fait. Pour moi, si, tout à fait. Mais tu sais, il y en a qui vont regarder la production et ils vont dire forcément, est-ce que ce sont des superstars, tu vois? Moi, je suis d'accord. Ça, la production, c'est pas là-dessus forcément que je juge les stars. Moi, je juge les stars par rapport à ce qu'elles sont au niveau du jeu. Oui, bien sûr. Et pour moi, Tony Parker et Manu Ginobili, du temps des titres des Spurs, notamment de 2007 puis de 2014, sont quand même des joueurs très très lourds. Quand même. Et ensuite, après, t'as quoi? T'as qui? Je veux dire... Hakeem Olajuwon, 94. Allez, voilà, ça Allez. c'est un assez bon exemple, j'y pensais tout à l'heure. C'est pas mal. C'est pas mal. Bill Walton, 77. Bon, faudra regarder l'effectif en détail. Pourquoi pas? Ils sont pas nombreux en tout cas. Au silence, on entend, ils sont pas non plus nombreux. C'est-à-dire que Quoi. Magic Johnson, il avait des stars avec lui. Non, mais ouais. Larry Bird, il avait des stars avec lui. Michael Jordan, il avait des stars avec lui. Bron, les années où il est champion, mais ça va, quoi, je crois qu'on peut le dire. Kobe et Shaq, bah, c'est, voilà, déjà, t'en as deux ensemble. Donc, bah, voilà. Iverson, bah, ah, tiens, merde, il n'y a pas de bague, tu vois. Ah, bah, tiens. Ah, c'est Mutombo, à côté de lui. Kyle Lowry, c'est une star. Kyle Lowry, est-ce que c'est une star? C'est un modèle particulier, les Raptors. Kawhi Leonard, effectivement, c'est un bon exemple. Kawhi Leonard, en tout cas, il est l'unique superstar. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Kyle Lowry est un All-Star. Kyle Lowry est un All-Star, Et Siakam est border c'est pas une All-Star. superstar Non, du non, tout. non. C'est un Il y a Marc excellent Gasol lieutenant. qui est une star un peu finissante, mais qui est Hall of encore là. Famer, bien sûr. Parce qu'attention. Ouais. Donc c'est un modèle assez spécifique, c'est-à-dire que les Raptors, qui sont a priori plutôt sur une base de développement, cette année-là, nous ont fait un coup façon gros marché. C'est drôle quand même. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et t'as Siakam qui est en Et ça a évolution, payé. donc il faut des garçons aussi en interne qui se développent bien, dont Siakam qui est un des pics de draft. On parlait de general manager encore entre Siakam, Van Fleet, Norman Powell et compagnie. Autre élément que tu allais dire? Moi je m'en garde 2-3 pour après là. Du bon coaching avec de la réflexion tactique, est-ce que tu crois que du bon coaching avec de la réflexion tactique, est-ce que tu crois que ça peut aider à gagner? Alors, ça peut aider à gagner, oui, Oh bah quand même. tout à fait. Maintenant, est-ce que il n'y a eu que des équipes avec non. des bons coachs? C'est absolument pas ce que je veux dire. Non, Mais il y en a quand même beaucoup. je pose la question parce que je sais pareil qu'il y en a qui vont dire jurisprudence patati et patata. Ouais. C'est lesquelles les jurisprudences? Le débat qui existe en ce moment, et c'est normal parce que on est balancé par les résultats à droite à gauche et c'est la culture de l'instant, c'est sur quel curseur on place Tyronn Lue. Voilà. C'est-à-dire, 2016 donc. tout à fait, tu débarques et tu te dis, et on ne sait pas encore sur quel curseur mettre Nick Nurse. Ces espèces de coach rookie qui débarquent, on se dit genre, ok, comment ça se passe? C'est-à-dire, Nick Nurse, très bien, coach Donc là, rookie, il c'est de débarque. la vraie réflexion tactique et du vrai coaching, je trouve. Je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, pour Tyronn Lue, il y en a plein qui continuent à dire oui, écoute, ça va, LeBron l'a fait, et nous aussi on l'a tabassé. Hein. Je suis pas en train de faire du retournement de veste, c'est juste que la réflexion, elle est actuellement autour de ces résultats chez les Clippers. C'est finalement, on a encore des choses à dire sur l'attaque qu'on peut voir des Clippers. On peut continuer à la jauger et se dire c'est peut-être pas l'attaque du siècle. Non, Mais par contre, il y a des choix tactiques et d'hommes et de choisir les bons hommes au bon moment et de les garder en forme et d'avoir le meilleur de eux-mêmes. Ça, là-dessus, t'es obligé d'avoir un bon leader d'homme quand même. Réflexion stratégique et leader d'homme. Si t'as les deux, tu t'appelles Greg Popovich ou Phil Jackson. Voilà. Ou Pat Riley. Ou Chuck Daly. Ou Scott Brooks. Un vrai bon leader, si c'est pas le coach. Alors, oui, pardon. Oui. Non mais bah, je passe, hein, Non, j'enchaîne. non, c'est parce que je faisais juste les jurisprudences. Ah, les jurisprudences, franchement, tu vas voir, il y en a pas tant que ça en fait. Tu vas... Voilà. Doc Rivers, Doc Rivers. Franchement, 2008. il peut être mis en jurisprudence. Shit. Non, il peut. Il peut, le leader d'homme est là, mais c'est vrai qu'il a peut-être bénéficié grandement, là c'est ce qu'on commence à se dire, du Big Three qu'il avait, plus de quand même Tom Thibodeau en assistant et tout, enfin tu vois, il y avait beaucoup de choses. On est un sur Bill Fitch et Casey Jones, tout ça c'est carré. Et après les années 70, démerdez-vous. Donc tu vois, ça fait pas grand chose en fait. Leadership. Oui. Parce que alors là, des équipes championnes sans un vrai bon leader, No way. je sais même pas s'il y en a une. Non.
Je sais pas, je sais pas. Non, bien sûr, j'allais compléter, c'est leadership et slash, moi je le mets expérience. Aucune équipe n'est championne sans avoir un mec qui a de la bouteille. Alors, personne. Slash expérience, No mais tu way. peux avoir des joueurs d'expérience qui sont pas des très bons leaders. Tout à fait. Mais tu vois, par exemple, ton contre-exemple pour les stars tout à l'heure, des stars, superstars et tout, par exemple, qui étaient les Pistons 2004. En fait, le truc, c'est que dans toute la liste là qu'on est en train de descendre, en fait, c'est tout ce qui leur manquait, entre guillemets, si tant est que Chauncey Billups ne soit pas dans cette catégorie et tout. Par contre, il y avait des leaders dans tous les sens, il y avait de l'expérience dans tous les sens. T'avais Chauncey Billups. Il y avait un vrai coach avec une réflexion, on aime ou on n'aime pas, mais Larry Brown, quand même, c'est un vrai coach avec une réflexion tactique. Bien sûr. Et t'as donc du leadership. Tu n'as pas eu trop de blessures cette année-là. C'est pour ça qu'on voit en ce moment des rumeurs autour de Chauncey Billups en tant que futur coach. C'est parce qu'il y en a plein qui disent en tant que leader de vestiaire, tu ne connais pas de franchise qui va jusqu'au titre sans avoir au moins un leader de vestiaire. Parce qu'il va falloir passer des gueulantes, parce qu'il va falloir aussi une poigne, parce qu'il va falloir soit un relais sur le terrain du coach, ça peut être le meneur, soit un mec qui garde les troupes, ça peut être le pivot. Type, en fait, tu sais très bien que tous les soirs, tu te ramènes au vestiaire de Miami, Udonis Haslem. Il te faut un vétéran qui soit là. Toi, tu parles de cela, des vétérans et de l'expérience. Moi, je parle juste je parlais juste de leadership, quelle que soit la forme. Et moi, je vais préciser alors ma pensée. Oui. Faut que mon franchise player soit un vrai bon leader, quoi. Ouh, Kawhi. Ouh là là. Eh ben, c'est une exception qui va confirmer ou infirmer la règle, mais tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Non. Paul Pierce. Non mais je vois, il n'y en a pas beaucoup. Garnett, le leader. À ce moment-là, ça me va, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que regarde, Kawhi, on l'explique très bien. Ibaka, Gasol, Lowry, ok. Donc tu expliques le bordel. Et puis par contre, peut-être qu'on peut critiquer le leadership de Kawhi, éventuellement, surtout depuis qu'il arrive aux Clippers, tout ça, il y a des petites rumeurs, des choses. Par contre, son leadership technique, mental et d'abnégation et de prendre ses responsabilités sur le terrain, donc une sorte de leadership quand même par l'exemple, il est réel chez Kawhi. Tout à fait. Donc c'est pas si mal. Après, il n'est pas vocal. Kawhi, ok. Mais ça reste, je pense quand même, ça serait une vraie discussion à avoir. Est-ce que Kawhi est un bon leader ou pas? Et quels sont les critères? C'est un autre apéro. Mais en tout cas, voilà. Mais je trouve que l'exemple est à peine en train d'infirmer la règle. À peine. Après, c'est la définition aussi du franchise player, c'est-à-dire c'est qui le franchise player? Le meilleur joueur. Bah. Ah, si. Mais oui, mais tu vois, il y a différents trucs. C'est que, par exemple, tu vois, quand on a vu le modèle Warriors, on s'est dit, ok, le meilleur joueur c'est Kevin Durant, le franchise player c'est Stephen Curry. Ouais, enfin, c'était close, quoi. Et puis, avant que Durant arrive, c'était Steph Curry le meilleur joueur. Je comprends. Ce que je veux juste te dire, c'est que par rapport au point que tu mentionnes, je suis d'accord, il te faut en fait les deux, mais je ne crois pas que ce soit la même personne, obligatoirement. C'est-à-dire que si t'es les Spurs, Kawhi c'est le meilleur joueur sur ta série, mais ton leader c'est Tim Duncan. Kawhi c'est le meilleur joueur sur la série? Bon, d'accord. Non, mais tu peux discuter. Ou sinon, c'est Ginobili le meilleur joueur sur la série. C'est un cas spécifique parce que Duncan a été le franchise player et leader pendant 16 ans. Et oui, sur ces 2 dernières saisons, il est un peu fatigué. Il y a du Kawhi qui prend un peu le relais et tout. Je pense quand même que c'est important que ton meilleur joueur soit un bon leader. Ah oui, en fait, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, c'était pas la même chose, bien sûr. Pour moi, un franchise player, déjà, c'est la base. C'est forcément le meilleur joueur de ton équipe, ton franchise player. Techniquement parlant, basketballistiquement parlant, c'est très compliqué d'être considéré comme franchise player si tu n'es pas le meilleur joueur de l'équipe. Ou alors j'ai mal compris. Non, mais bien sûr. Mais franchise player, hein, je te parle pas de leader de vestiaire. Non, mais tout à fait. Je te parle pas de gueuler sur le banc ou de machin. Ce sont des joueurs très importants. Je sors juste des exemples qui nous montrent qu'en fait, il y a différents modèles où tu peux avoir en fait différents gars. Tu peux dire c'est qui? C'est Magic ou c'est Karim Abdul-Jabbar? C'est Magic. Certains vont dire... Parce que Karim est un peu sur la phase descendante. Et certains vont dire au début des années 80 qu'en fait ça reste Karim le pilier de l'équipe et où en fait Magic va apporter aussi son élément. Si Magic n'est pas un bon leader, ça peut pas marcher. C'est impossible. Faut que ton franchise player soit un bon leader. Voilà ce que j'ai dit. J'entends. C'était pas une engueulade. C'était juste. Non, c'était juste que par rapport. C'est important comme notion. Mais bien sûr, c'est juste que sur le côté tout dans le même sac, j'ai l'impression qu'on a eu parfois quelques éléments qui nous montrent que en fait c'est rare. Mais tu peux avoir quand même certains modèles où en fait ton franchise player. C'est pour ça que toute la discussion a eu lieu sur les Warriors, c'est qu'on se disait est-ce que par exemple c'était Kevin Durant ou est-ce que c'était Stephen Curry, le meilleur joueur. On se disait que basketballistiquement c'était Kevin Durant, mais le pilier quand même, le cœur et le leader, celui qui allait pousser les gueulantes, c'était plutôt Steph. C'est là qu'on en arrive à la notion qui arrive toujours forcément après le côté franchise player leader, c'est le groupe. En fait, parce que ton groupe dépend beaucoup de ton ou tes leaders et de ton franchise player. Par exemple, tu as pris l'exemple des Spurs et là tu étais sur l'exemple des Warriors.
on pourrait aussi prendre l'exemple du hit de l'époque de LeBron James avec Dwayne Wade et tout. On a toujours loué les qualités de Tim Duncan. Popovich l'a fait le jour de la retraite de Duncan. Et voilà, une superstar. Faut qu'elle se laisse coacher. Faut qu'elle montre l'exemple au groupe et tout. Bon, je pense que tu peux difficilement faire mieux que Tim Duncan dans ce genre de registre. Mais quand tu vois effectivement la qualité d'intégration qu'a eu un Steph Curry pour Kevin Durant, la qualité de je me mets au deuxième rideau alors qu'en fait ça fait 10 ans que je suis la superstar de mon équipe, mais il y a LeBron James qui arrive en ville, c'est mon poteau, il n'y a pas de souci. Ce que je veux c'est gagner. Je m'appelle Dwayne Wade et hop, tu vois, ça c'est une qualité aussi de leader, clairement. Bien sûr, et je crois que parfois ça peut être aussi partagé, on a vu des modèles hyper vainqueurs, où dans le modèle c'est aussi le coach qui en fait va prendre toutes les notions de leadership, va prendre les plus grandes notions de leadership, d'exemplarité et de régularité. Sans qu'il y en ait sur le terrain. C'est-à-dire... Comment ? Il y en a moins, ça veut dire c'est moins évident. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on peut se dire, oui, quand même, t'as Shaq à Miami et t'as une superstar comme Dwayne Wade, mais on pense souvent à l'arrivée de Pat Riley. On se dit justement comment est-ce que ça se passe du côté de Détroit. T'as du gros leadership avec Isaiah Thomas et tu te dis Bail Lambier, c'est aussi le mec qui fait la police dans le vestiaire, mais t'as Chuck Daly qui est sur le banc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des modèles où en fait le leadership, il est peut-être pas forcément dans le joueur en lui-même, il est aussi parce que ton coach est tellement le mec qui va générer en fait cet esprit de groupe dont tu parles, que en fait ça peut, je trouve que le leadership en tout cas il peut se partager. Isaiah Thomas quand même, c'est un des plus grands leaders de tous les temps quoi. Tout à fait, mais c'est pas un bon exemple, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux te dire c'est que quand tu écoutes les joueurs des Bulls, ils disent que par exemple le leadership, ce n'est pas juste Jordan par exemple. Non, ils disent que c'est Jordan et Pippen et Phil Jackson. Donc c'est les trois en même temps. Et si je pense que tu demandes à des gars comme par exemple... même chez les Spurs, je pense que c'était quand même très réparti. C'était très réparti. Si t'écoutes John Saleh parler, il dit en effet on avait Isaiah Thomas, mais par contre putain quand Chuck Daly disait fermez vos gueules, ça fermait sa gueule. Je pense que Bill Laimbeer aussi, je pense qu'il devait avoir son petit impact. Bill Laimbeer exactement. Donc en fait c'est cette espèce de triangulation où je pense qu'il y a du leadership sur le terrain. Ouais, la notion de groupe on y arrive derrière, tout à fait, t'as raison. Et si t'as le coach qui est un bon leader... Mais t'es d'accord avec moi quand même que si ton meilleur joueur, ton franchise player, c'est pas un bon leader, tout de suite ça devient casse-couille. Ça devient très très chiant. Ça devient plus compliqué, bien sûr. Tout devient plus dur en fait. Dans les autres éléments et paramètres, moi j'avoue que t'as mentionné l'expérience. Je mentionne l'expérience parce que c'est trop compliqué quand même de pas avoir. Il y a un moment où tu vas être à 2-2 dans une série. C'est impossible, tu es obligé d'en avoir. Il faudra un mec qui va t'apporter. Donc c'est pour ça qu'on surveille souvent à la trade deadline ou sur le marché du buyout tous les André Iguodala, les machins etc qui viennent. Je sais que la phrase elle semble bateau, hein, mais même si on est dans une ère où il y a de plus en plus d'attaques, t'as pas de défense, tu remportes pas de titre. Une grosse défense, c'est obligatoire. Allez, grosse, je suis peut-être vache parce que mais une vraie défense. Putain. Une défense honnête, une défense honorable. T'es pas obligé d'être the équipe ultra défensive, mais si t'as pas une défense un minimum sérieuse. No way. Tu vois, les Nets, par exemple, ils ont été obligés, là, pendant ces playoffs, de travailler sur cet aspect. D'ailleurs, ils nous ont plutôt surpris bien, en proposant des options avec Blake Griffin, Jeff Green, ou les efforts de Kevin Durant, du Bruce Brown et tout. Donc, en gros, c'est bien la preuve. Si tu veux gagner et essayer d'aller loin, un mec comme Steve Nash, qui d'ailleurs n'a jamais eu de bague, le Stevie, eh ben, tu sais quoi ? Une grosse défense, ça lui aurait peut-être pas fait de mal. Ça lui aurait pas fait de mal à l'époque, bien sûr. Pour avoir des bagues, tu vois. Je pense qu'il en était conscient. Quand on fait la liste des équipes qui sont championnes, vous la faites un peu top of the head et que vous regardez comment ça se passe. Là, Warriors, grosse défense. Lakers, l'année dernière, grosse défense. Toronto, Cavs, grosse défense. Les Cavs étaient capables de très très bien défendre, en effet. Spurs, n'en parlons pas. Miami, j'ai envie de tousser. Le Boston de 2008. Évidemment, les quelques années Lakers de Ron Artest et Kobe et compagnie d'Eric Fisher, c'était très très dur. D'ailleurs, vu qu'on parlait de leadership aussi, incroyable comment Kobe et les coéquipiers parlaient d'Eric Fisher comme mec qui débarquait et disait genre en fait très important. Ouais. Ces espèces de lieutenants là qui débarquent et qui disent genre en fait ça va se passer comme ça. 2011 Dallas, ils sont capables de faire des stops de fous furieux. Ouais. Mais c'était pas leur force. C'est pas la plus grande défense championne de l'histoire, mais ils avaient quand même des roublards de la défense, quoi. Des Sean Marion, des Tyson Chandler qui sera défenseur de l'année, du Jason Kidd qui est quand même un garçon, même s'il est vieux, genre il est encore Sean Stevenson, bien sérieux. Donc oui, tu vois, c'est un exemple de défense average. Ouais. Entre guillemets. Championne. Mais tu peux pas être en dessous. Tu peux pas. Faut que t'aies un vrai truc un peu honorable, sinon c'est mort. Et à la limite, on en profite même pour caser que malgré toute l'image qu'il peut y avoir aux côtés de
Showtime, ça court, ça galope, contre-attaque, ça slame dans tous les sens, ça court. Pas si mal. Quand il fallait faire des stops, il y avait du monde. Il y avait Worthy, il y avait AC Green, il y avait Michael Cooper, voilà. Loop, Abdul-Jabbar, je sais pas si vous connaissez. C'est pas mal de 3 trucs en défense. Donc forcément les les Celtics Sixers, ça défendait bien. Bon les Bulls de Jordan, c'est des chiens galeux. Les Sixers de Chick, c'est Moses Malone. Je crois que les Rockets de la G1, je crois qu'ils défendaient pas trop mal. Ouais. Les boucheries des Spurs de chaque titre, ce sont des boucheries défensives. Totalement. Aller demander aux Knicks. À part peut-être 2014. Où ils sont un peu moins dans le délire, mais ils défendent encore très bien. Ah non, mais je dis pas qu'ils défendent pas bien. Ça semble moins être l'opération numéro 1. Ça nous a moins. En fait, le truc, c'est que les titres des années 2000, moi, m'ont tellement marqué en mode genre, waouh, c'est quoi ce basket? Smash Mouth Basketball. Que 2014, et tout, alors 2014, comme ça joue trop bien, on oublie un peu la qualité défensive. Ouais. Et donc, quelque part, c'est aussi pour ça qu'on se pose des grandes questions sur les équipes ultra offensives. On se dit, damn, Steve Nash. Les Suns de 93, les autres équipes comme ça qui sont pas passées si loin du titre, le Jazz de Manu Stockton tout à fait capable, mais on va en parler aussi les équipes, quels éléments leur a manqué lorsqu'il a fallu aller jusqu'au bout du bout. Moi j'avais la défense, je sais pas si ça englobe tout ça, mais il faut une part de chance. Tous les champions disent qu'il y a un moment dans leur parcours où il y a quelque chose qui... Ça clique. Ouais, alors ça clique tout à fait, et il y a un truc à un moment où il y a un détail... qui met en ta faveur. Il y a un shoot de Kawhi qui va rebondir 13 fois sur l'arceau et ça rentre. Il y a la cheville d'un joueur qui tourne. Il y a un mec qui fait du 45 et met du 52. Et donc en fait, c'est pas un shoot à 3 points, c'est un shoot à 2 points. Il fait pas du 45 par contre. Non, tout à fait. Il fait du 52, il a mis du 60. Il y a un mec qui se fait suspendre. Un mec qui se fait suspendre. Totalement. Voilà. Et il y a eu le Memorial Miracle Shot de Sean Elliott, où en fait c'est un miracle total, en fait, parce que t'as tes pieds qui sont sur la ligne et en fait s'ils baissent le talon, c'est sorti et les Blazers seraient peut-être champions une nouvelle fois. Il te faut tout le temps de la chance, il faut que Charles Barkley se jette sur une interception pour qu'il y ait le décalage pour Paxson. Il faut qu'il y ait tout le temps une petite part de chance qui te permet de... Et quelle qu'elle soit, tu parlais d'un joueur en face qui se blesse, certains ont dit parfois, titre de LeBron, oh putain, il y a des mecs qui se sont blessés en face, ou tiens, la route se libère pour les Warriors, ou quoi que ce soit. C'est sûr. Alignement des planètes. T'es obligé. Ouais. Ça fait beaucoup d'éléments. Ouais. Tu en as d'autres ? Non. On a fait un gros tour, c'est bien. Moi, j'en ai 2-3. Vas-y. Mais c'est des supplémentaires. Ah, vas-y. J'ai l'impression quand même qu'il te faut un mec qui get buckets quand même. Est-ce que tu peux vraiment t'en sortir ? Ah, je l'englobais dans Star par contre, ça, moi. Ok. Mais t'as raison, mais on peut le détailler, le Star. Mais clairement, à un moment donné, il faut que t'aies un mec qui mette des points. Parce que tu vois, par exemple... Trop fort. Qui soit capable de... Tu parlais de star d'équipe ou star offensive ? D'une star, et au basket, il y a des stars qui ne sont pas très très fortes en attaque, mais il y en a quand même très très peu. Non, bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les titres, par exemple, les 3 titres dans l'histoire des Pistons sont pas non plus gérés par des grands scoreurs. Non, mais t'as quand même Rip Hamilton, en gros, il y a un moment où quand il y a un système, il get bucket. Chauncey Billups, je crois que... Tout à fait, Joe Dumars. Je crois qu'il a un petit surnom quand même qui signale qu'il est capable de mettre des paniers. Ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai pas l'impression que tu puisses gagner un titre juste en exécutant. Non, il faut qu'il y ait un moment où t'as un joueur, il prend la balle, il fait une différence, on est au basket. Ouais. Il fait une différence, il met son tir et ça change. Ça change le match. Où tout le système défensif qui a été mis en face peut dire ok, on avait tout prévu, mais là le mec est juste... Il a shooté au-dessus de son défenseur, c'est rentré. Good defense, better offense. Point barre. Je crois qu'il te faut du get bucket obligatoire. Mais il faut bien attaquer. Donc c'est pour ça aussi que on envoie certaines à des équipes qui sont très très bonnes collectivement. On a vu des saisons régulières magnifiques de certains, les Hawks de 2015. Mais quand ça commence à s'ajuster en playoff, en fait, ils arrivent bien à défendre, ils arrivent à tout ça, mais en fait, leur attaque aussi s'enraye pas mal parce que la défense d'en face, elle s'adapte, elle s'ajuste, et puis elle te fait chier. Et puis comme t'as pas le joueur qui est capable de prendre les ballons et de se dire ok, vous inquiétez pas les gars, je vais faire des différences pour moi ou pour les autres. Non mais c'est sûr. Autre petit paramètre que j'allais te mettre quand même, parce que j'en fais une dédicace, puisque normalement mon Léon, s'il a dû faire, fais voir. Si, quand même. De quoi ? Faute de lancer. Les arbitres ? Il te faut un bout d'arbitrage quand même. Oui. Tu t'en sors pas sans avoir un moment ou deux calls. Je trouve cette notion, bien sûr. Mais je trouve... Non mais attends, elle est réelle. Mais par contre, je trouve cette notion... Je l'ai mis à la fin, t'as bien vu. Oui, t'as bien fait, parce qu'elle est dangereuse, entre guillemets, genre...
Oui, on va donc trouver dans les campagnes au titre de chaque champion, on va trouver quelques calls où ils ont été avantageux. Je suis sûr que si tu dissèques vraiment, tu vas en trouver plein aussi où ils se sont fait un peu enfumer. Bien sûr. Parce que les calls au basket, je sais, à chaque fois on le voit, notamment sur Twitter. Oui, l'arbitre, oui, ceci, oui, il y a des erreurs d'arbitrage dans tous les matchs de basket. Il y en a qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins reloues, plus ou moins hallucinantes. On est tous d'accord là-dessus. Et peut-être qu'on pourrait faire rentrer ça dans le côté alignement des planètes un peu. Tu vois, le bon petit call qui va bien au moment qui va bien. Genre, ils avaient pas la balle, ils ont demandé la review, puis il a overturn, quoi. Ils ont récupéré la balle, tu vois. Ouais. Où il y avait faute, mais elle a pas été sifflée. Tu vois, où il a donné 2 lancers, et puis bon, franchement, le ralenti, Non, bien sûr. il y avait peut-être rien. Je suis d'accord. Est-ce que, parce que j'en ai noté 2-3 en plus, hein, tu vois, donc si on construit chacun nos équipes, moi je passerais plus de temps à essayer de trouver des éléments. Parce que je m'étais dit, est-ce que tu peux vraiment remporter un titre si t'as pas de banc? Qu'est-ce que t'appelles avoir du banc? Moi, je pense que 8 joueurs, ça suffit. 3 joueurs, 3 bons joueurs. Je pense que ça suffit. D'ailleurs, la plupart des grosses équipes de playoffs qui vont au bout, les rotations se finissent à 7-8 dans les matchs qui comptent vraiment. Et si t'as un de ces mecs qui se blesse? Ah, oui. Ah, non, mais c'est sûr que si tu peux avoir 14 joueurs de niveau de titre, c'est Non, mieux. je parle déjà si t'en as 10, tu vois. Moi, je pense que c'est 8 qu'il faut viser, mais si t'en as 10, c'est mieux. Mais en tout cas, tu peux pas t'en sortir avec juste un très très bon starting line-up. Ah, si Et t'as ton pas banc au n'est pas moins assez le productif. 6e homme et Ah le ouais. 7e homme, ouah, je sais même pas s'il y a un exemple dans l'histoire. Vas-y, on essaye. Bon, les Warriors, voilà. Non, ouais. Les Raptors avaient un vrai banc. Les Lakers, ils avaient le Heat, Rondo, Schroeder et tout. Le Heat, c'est scandaleux. Spurs, j'ai même pas envie d'en Les parler. Mavs avaient Jet Terry en 6e homme, pardon. Pardon. Déjà. Miami, il avait ce qu'il faut. Miami. Miami, ils avaient Peyton et... Miami du 8 Ouais. Ah, tu rigoles, il y a Peyton, il y a... c'est pas Morning Si, Alonso. tu vois, c'est Alonso, je crois, le James remplaçant. Posey et tout. Ouais, James Posey. Non, tu rigoles. Bon, bah, C'est chez con. c'est un truc de ouf. Si les Pistons de 2004 aussi c'est bien, mais c'est marrant, hein, les Pistons de 2004 reviennent souvent comme une espèce d'anomalie où tu te dis genre damn. Et ça me... Enfin, j'avais juste fini moi sur le banc, il y avait juste Les Lakers de Shaq et Kobe, qu'est-ce que c'est leur 6e homme, leur banc à eux? Glenn Rice. C'est peut-être eux qu'on faudrait regarder dans le détail. Attends, alors 5 ils ont Rick Fox, D. Fisher ou Brian Shaw. Ils ont Derek Fisher en sortie de banc. Peut-être bien, ouais. Avec Horace Grant. En tout cas... Attends, ils ont Horace Grant. Ils ont Horace, ouais, non, c'est bien. Non, bien sûr, non, ils en ont. Puis les Bulls, il n'y a pas de problème. Les Bulls. Il n'y a pas de problème. Les Rockets, du coup, dont on disait il y a peut-être un gros franchise player. Ils ont du banc. Il y a du banc. Ouais. Et alors, Lakers Celtics, stop. Ah non, mais ils ont 12 joueurs. Non, le dernier élément que j'avais, c'est justement par rapport à ça, c'est une phrase qu'a sorti John Saleh. Je vous invite à regarder l'excellent documentaire 30 for 30 Bad Boys, sur l'histoire notamment des Pistons. Et il sortait une phrase, et je voulais la remettre un petit peu sur la table pour avoir ton avis et l'avis de tout le monde, il disait « Tu ne peux pas remporter de titre si tu n'as pas d'identité ». Je suis assez d'accord. Et je trouvais cette phrase très vraie. Et identité, c'est pas le mot exact tu vois, que j'emploie. Il y a un truc. Pour moi, ça vient dans le côté groupe soudé dans l'adversité. Ça vient dans cette notion de il faut que ton groupe soit ensemble et que tu saches comment tu veux y arriver. Que tu sois conscient de ta méthode. C'est ça qui veut dire par identité. Tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi l'identité, par exemple, des Cavs de 2016 ? C'est surtout un vrai groupe soudé qui n'a jamais rien lâché dans le sillage d'un des plus grands leaders de tous les temps. Tout à fait. Non, mais bien tu vois sûr. ce que je veux dire ? Ouais. Non, je sais pas s'ils ont vraiment une identité. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, à chaque titre, on lui donne un petit peu identité en disant ce sont les Spurs revanchards de 2014. Oui. C'est l'équipe ultra défensive de Détroit. Oui. Les Mavs, par exemple, t'aurais dit quoi ? C'est les comebacks, c'est les anciens, c'est les vétérans. Leur identité, c'est on est anciens, on ne lâche rien. C'est l'équipe qui a fait le plus de comebacks dans les playoffs. D'accord, ok. En fait, je trouvais cette phrase assez pertinente et je sais pas comment la définir vraiment parce que j'ai l'impression qu'il a tout à fait raison. Tu peux te dire, on est des snipers, on court, on croit en notre méthode, on défend un peu, on change les règles du basket, on est les Golden State Warriors. Ils ont leur identité à eux. Et ils ont dit fort, ils défendaient bien. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dit fuck les modèles qui existaient avant, on croit en notre identité et on va l'imposer à tout le monde. Mais tu peux pas le transposer. Lui, Mahorn, c'est Mahorn qui a dit ça ? Non, John Sally. John Sally. Il dit ça parce que peut-être que les Bad Boys de Détroit, c'est peut-être l'équipe
qui a entre guillemets l'identité la plus marquée de tous les temps, puisque eux, les mecs, en gros, ils se sont dit bon, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer comme des grosses putes. Puis on a comme des mecs qui ont du talent sur les lignes arrière, et voilà. Ceux qui sont pas contents, démerdez-vous, nous on a fait un back-to-back. Donc c'est un positionnement évidemment que je comprends tout à fait. Après, ce qu'il faut surtout avoir, c'est peut-être t'as une identité de jeu, mais peut-être t'es capable d'adapter ton identité de jeu, peut-être t'es capable de t'adapter à l'adversité et tout. Par contre, t'as un groupe qui est toujours soudé, qui, quand le coach dit toi le pivot tu vas pas jouer pendant toute la série parce qu'on a pas besoin de toi, le pivot il fait pas la gueule, il encourage les copains, et puis quand on a besoin de lui 4 minutes, il vient, il rentre en jeu, il fait son taf, tu vois, un vrai groupe. Quand on prend tous ces éléments, parce que je mets pas la réussite à 3 points, un truc comme ça, je prends le contre-exemple un peu de la saison dernière parce que c'était une saison un peu bulle, etc. Mais faut aussi le public qui va avec, quoi. Ça peut faire la diff. Ça peut. C'est un bon élément. Ouais. Quand t'es dans la fournaise et que t'es imprenable à domicile, attention. Ça peut t'aider. Maintenant qu'on a fait un peu ces éléments, évidemment, si vous en voyez d'autres, dites-nous, parce qu'il faut les ajouter, il faut aussi rentrer un peu dans le détail. On va faire 2 choses. Premièrement, juste regarder les 4 équipes qui sont encore en course actuellement et se dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qui peut leur manquer. Du coup, ça pourra peut-être nous donner une indication de ce qui va se passer dans un mois. Et après, on va regarder évidemment les copains éliminés, qui sont en vacances et qu'est-ce qui leur manquait. On commence par d'abord les équipes en course. On va commencer par tes chers Phoenix Suns. Qu'est-ce que, pour l'instant, ils se comportent comme une équipe qui rigole pas et qui joue le titre. On peut pas dire le contraire. Superstar, coach, leadership, bucket getter, groupe soudé, capable de défense. Un peu de chance, pas trop de blessures. Pas trop de blessures, tout à fait. Expérience. Là, ils se tapent un petit Covid et tout. Non, ils sont pas mal. Hein, Il te faut un poil plus d'expérience. Oui, un poil plus d'XP. C'est-à-dire que tu as Jay Crowder et Chris Paul, très bien. Mais en tout cas, dans tes cadres, il y a beaucoup d'anglais. Ouais, je suis d'accord. Un poil plus d'XP. Un poil. Ouais. C'est peut-être le truc qui peut manquer. Parce que c'est vrai que sinon, ils sont bien armés. Si Chris Paul revient à peu près correctement de son Covid, là, t'es armé, t'es là. Multiples stars, coach, bucket getter, c'est bon, défense. Leadership, groupe soudé, réflexion tactique, elle est là. Moi j'avais mis, parce que je savais pas si c'était forcément, c'est vraiment un aspect dans le jeu, et je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi à remporter le titre comme ça, mais je crois pas que vous ayez non plus un ratio on en avait parlé dans la preview face aux Nuggets, je crois. Une des équipes qui tente le moins de lancer franc de toute la NBA. Ça joue beaucoup, ça joue très propre. Ouais. Ça joue très très propre, Phoenix, et donc c'est très agréable à regarder. Vous l'avez vu sur le match notamment 1 de dimanche où on était là genre en mode waouh, ça galope, c'est fun, il y a des shoots, etc. Mais donc il y a peu d'arrêts de jeu parce que vous provoquez pas beaucoup de lancers. On n'a pas tellement de slashers. Et donc quelque part, est-ce que c'est un truc que j'avais noté un peu, c'est tu arrêtes le jeu un peu aussi et tu provoques la faute. Tu peux pas juste être sur des jump shots et des dunks. Je grossis un. Non, mais t'as raison. C'est peut-être un tout petit élément qui vous manquerait, c'est de la provocation de lancer vraiment. Ouais. C'est hormis Booker. Et Eaton un peu des fois. Non mais c'est clair. Non c'est clair, Crowder, Bridges, tout ça, ça va pas chercher de lancer. Chris Paul c'est pas tellement trop son truc non plus. À part quand l'équipe d'en face est dans le bonus, bien sûr. Où là il passe devant son défenseur lui rentre dans le dos et il tombe. Vous avez de la taille. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de taille. On a de la taille. Non mais tu vois, on n'a pas parlé de taille. On n'a pas parlé de la taille, on n'a pas parlé des... Parce que les Rockets, c'est qui avaient fait un truc de mini-moy il y a 1 an et demi, on a fait genre les mecs... Ouais, non, après des équipes championnes avec des plus ou moins small ball, on en a vu. Les Warriors, avec le Death Line-Up. Il y a de la taille, ils faisaient tous 6'8". Il y a de la taille, mais il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas de 2m10. Il y a des mecs, il y a Klay Thompson qui fait 2 mètres, il y a Iguodala qui fait 2 mètres, c'est un 6'8", c'est un 2m03, comme Draymond en gros. Curry fait 1m90. Tu vois, genre... Non, la triche c'était avec KD parce que l'autre c'était un pivot slasher. Voilà. Quoi. Là où tu triches, c'est quand tu mets Kevin Durant. Mais tu vois, même les Bulls de Jordan, il y a des mecs longs, il y a des mecs athlétiques longs et tout, mais ils ont toute une partie où Rodman se tape les pivots. Je veux dire par là, c'est que vous avez de la taille s'il le faut en termes de mecs longs. C'est-à-dire que vous avez pris les Mikal, les Cam Johnson, les Jay Crowder, etc. Grave. Même DeAndre Ayton. Un pivot, il fait 2m13, c'est un bœuf. Phoenix coche pas mal de cases. Oui. Milwaukee coche pas mal de cases aussi. Coche beaucoup de cases. Superstar. Bucket getter. Défense. Lancer. Coaching. Pas trop de blessures. Ça va mieux. C'est peut-être le petit côté... On va y venir. Voilà. Pas de blessures.
Pas de blessure Identité. pour l'instant. Identité, ils l'ont. On n'a pas parlé de demi-terrain. Expérience, ils commencent à en avoir. Demi-terrain, je mettais ça dans la réflexion tactique, moi. J'ai pas détaillé à chaque fois tous les sous-parties, quoi. Pour moi, le demi-terrain, c'est dans la réflexion tactique. Exécution de fin de match. Ouais. Non, mais tu vois, Ouais. pour moi, c'est là, quoi. Et, Donc, on arrive un peu dans le coaching. C'est peut-être ce qui peut parfois faire du mal à Milwaukee, effectivement. Milwaukee, c'est Budenholzer. C'est vrai. Peut-être. Le petit talon d'Achille. Peut-être. Ou peut-être aussi l'adresse au lancer. C'est-à-dire, t'as dit qu'il fallait en provoquer. Une fois que tu les as provoqués, encore faut-il les mettre. Non? Si, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que c'est notamment de l'exécution un peu, tu sais, quand on arrête, ça fait 2 ans qu'on fait des previews en disant, genre, tu sais, que si t'es en fin de match face aux Bucks, tu peux peut-être t'en sortir pour des Non, histoires de je pense lancer. que c'est leur principal point faible. Pour des histoires de lancer et des histoires. En fait, c'est un triangle, hein, c'est lancer, coaching, exécution. Ouais. Comme ça, on est en mode. Donc, c'est peut-être les 3 petits éléments qui peuvent manquer. Mais sinon, quand on les met comme ça par rapport à Phoenix, t'as l'impression quand même que le niveau de star et superstar est super. Défensif aussi. Est super. Capacité, même si les Suns sont capables de extrêmement bien défendre, Non, c'est chaud. les Bucks sont quand même capables de... Les 3 meilleurs joueurs des Bucks sont meilleurs que les 3 meilleurs joueurs des Suns. Period. Bah, t'es fou, je suis pas d'accord. C'est qui les 3 meilleurs joueurs des Bucks? Attends. Giannis, Jrue Holiday, Chris Middleton contre Chris Paul, Devin Booker Ah, et DeAndre Ayton. Pardon, j'ai mal compris. Time out. 3 contre 3. C'est quand c'est ça. Pardon, ouais. je croyais que tu disais les 3 meilleurs joueurs des Bucks sont en gros que tu mettais Booker derrière Jrue Holiday et derrière Middleton. Non. Je dis les 3, le Oui, niveau des 3 stars Oui, je suis d'accord. et au-dessus des 3 stars de Ça, Phoenix, oui. on est d'accord? Ça, je suis d'accord. Oh, ok. J'avais J'ai juste peur. compris, disait que les 3 meilleurs joueurs des Bucks sont Donc au-dessus les des trois mecs meilleurs des joueurs Suns. de la série Tu sont vois. du côté Voilà, des Bucks. c'est No pour way. ça que j'avais mal Non, compris. non. J'étais là, genre, il a Ouais, dû, je suis trop pas il a dû d'accord. rater Booker. Non. Mais on est d'accord là-dessus. Oui. Le fait que, Oui. puisqu'on met un peu ces équipes à égalité, t'as l'impression quand même que si on essaie de voir quelle est la case superstar qui est cochée, celle des Bucks, elle est cochée en gras. Et puis même en termes d'expérience aussi. Là, ils commencent à accumuler pas mal, en fait, les Bucks, c'est pas mal. Ouais. Ah, quand même. Un peu plus que les Suns, hein, finalement. Ouais, je pense que Chris Paul et Jay Crowder, eux deux, ils ont plus de matchs que la plupart des mecs des Bucks. Et je sais qu'il y a des fans de Milwaukee qui vont dire Bastien, ferme ta gueule, mais j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je serais Ils ont pas plus de loin matchs de quoi? playoff. Ah, de playoff, ouais. Ouais, mais après... Il y a du Game 7. Ouais, mais après, sur l'ensemble de l'effectif, tu vois, les Bucks, il y a un groupe qui a joué ensemble, des trucs et tout, qui était déjà là, qui s'est déjà fait fumer par les Raptors, puis par le 8, et donc qui revient ensemble. Non, bien sûr. Ça, c'est de l'expérience quand même, mine de rien. Non, bien sûr. Et puis même, Bon, mais ok. Bud en a plus que Monty Williams. Enfin, je veux dire, Mike Budenholzer, il a des titres à la pelle avec les Spurs, Tu il vois, est coach en Il a finale de connu conf. Popovic et tout, bien enfin, sûr, laisse bien tomber, quoi. Donc quand même. Les Clippers. Les Clippers. Star, je crois qu'ils sont bien. C'est peut-être eux les mieux. Sauf quand Kawhi est blessé, mais je veux dire, attends, on va venir aux blessures après. Eux, c'est blessure. Sur le papier, eux, le problème, c'est blessure. Bien sûr que c'est le problème, c'est blessure. Ibaka, et là maintenant Kawhi, ça fait extrêmement mal. Ban, tu as. Superstar, tu as. Oui. Bucket Getter, lol. Laisse tomber. Défense, tu peux. Ah bah tu peux grave. Provoquer, lancer, résister à l'envoi, tu peux. Groupe soudé qui réagit bien dans l'adversité, ils nous ont montré que, pardon, mais ils savent, enfin ça va quoi. Chance, la bonne étoile, Terrence Mann. Ouais, par contre, t'as pas les blessures du coup. Tout à fait. Voilà. Mais t'as le petit, t'as le petit Terrence Mann game Ouais, et t'as genre ouais, le game ouais. 6 de Kawhi à Dallas. Expérience, bah mine de rien, Ibaka il a été champion avec Kawhi, donc t'as quand même 2 mecs champions dans ton équipe. Non, Pardon. Ils ont trop d'XP. Hein, Tyronn Lue il a été champion, il a fait 2016 avec. Enfin tu vois, genre Non, voilà. Tout ce qu'il faut. Non. Ils ont Sam. Si, ils ont. Non, ils ont qui sur le banc avec Tyrone? Ils ont Kenny Atkinson et John C. Billups. Chauncey Billups. Oui, donc ça va. Ok. Leadership. Ils connaissent bien le délire. Non, leur problème c'est l'infirmerie. Le problème, c'est l'infirmerie. Ouais. C'est con, hein. Ils sont à ça près. Hein. Et Attends, identité c'est de pas jeu. fini la série, hein. Et identité de jeu. Bof. Peut-être. Par Allez. rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans la réflexion tactique, peut-être un créateur, un vrai. Où là, des fois, ça repose trop sur du Paul George ou du Kawhi, qui ne sont pas des vrais créateurs pour les copains à la base. Je te dis pas qu'ils savent pas faire des passes d'ess, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Juste, c'est pas des vrais gestionnaires créateurs. Tu vois ce que je veux dire? Si Kawhi revient, c'est con, il coche beaucoup de cases, ces bâtards. Ah, bah, Putain. crois. Ah, il coche énormément de cases. Et alors, l'équipe qui en coche le plus. Et on arrive aux Atlanta Hawks. Alors, il n'y a pas d'expérience. Alors, nous, on a du banc, mon pote. Quelqu'un en veut? Ouais, t'as du banc. Ah bah là, on a du banc. On a du T'as banc, on a du banc, coach. T'as une star. On a une star, on a du banc, on a du coach. Ça va les blessures. Enfin, ok, t'as dit André Hunter et tout, mais c'est correct, je trouve. Défense, c'est capable. C'est capable, c'est pas ce que vous faites forcément le mieux. Non, mais ça va.
Par Le contre, groupe, il est soudé dans non, l'adversité. par contre, on a un groupe, mon Par pote. contre, ça, il n'y a pas de problème. Non, le principal problème, c'est l'expérience. Expérience. Expérience, mon gars. Là, on va foutre les Bucks, on va faire un. Expérience et niveau réel, niveau défensif, de discipline, de régularité défensive, je demande à voir. Mais c'est le principal problème. C'est pour ça que quand on faisait la preview, on disait genre coach. Parce qu'on était là, genre Nate McMahon versus Mike Budd. Si c'est ça leur point faible, il faut qu'on y aille à fond. Non, il te manque de l'XP quand même. Quand tu vois les mecs qui produisent le plus, Bogdan, Bogdan, il a plein de choses en carrière, il n'y a pas de problème. Juste, c'est ses premiers vrais playoffs. Avant, il était chez les Sacramento Kings. Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, tout ça, c'est nouveau. Nos leaders, c'est Danilo, Clint Capella et Lou Williams. Non. C'est pas Chris Paul. C'est pas Chris Paul. Non. Ou Crowder. Mais donc, quelque part, ces équipes combinent, comme vous pouvez le voir, les 4 dernières Ce sont combinent les 4 dernières. beaucoup d'éléments, dont un notamment qui est la chance aussi vis-à-vis des individualités et aussi des oppositions, c'est-à-dire, t'affrontes pas les Sixers à 100%, t'affrontes les Sixers de Joel Embiid. Tu joues les Nuggets, Jamal Murray est blessé. Il n'y a pas Kyrie, il n'y a pas James Harden. Voilà, honnête. Non, mais bien sûr, ça joue. Alignement de planète. Et donc Bien pareil sûr. pour les Clippers, où tu te dis, waouh, en fait, Donovan Mitchell est sur une jambe, et où quelque part, on a pu bien s'en sortir avec le Terrence Mann game. Donc, bravo à eux. Maintenant, les équipes qui se sont fait éliminer, qu'est-ce qui leur manquait ? Commençons par le champion en titre. Infirmerie. Les Lakers, tu leur donnes la santé, c'est bon. Les Lakers, tu leur donnes la santé, c'est bon. Ils avaient l'XP. On pouvait peut-être continuer à critiquer le banc, la création offensive ou quoi que ce soit, mais il y avait coach, expérience, leadership, superstar, il y avait tout. Tout. Qu'est-ce qui leur manquerait d'autre ? Une cuisse. Pour moi, c'est blessure. Hein. Ouais. C'est LeBron James qui est pas à 100% et surtout Anthony Davis qui peut même pas finir la série de premier tour, tu vois. Trop dur. Donc voilà. Jazz. Jazz. Alors il y a blessure, déjà, pour commencer. Parce que quand même, Mike Conley, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Moi je dis Jazz, il y a blessure et il y a mental. Il y a mental. Il y a leadership. J'allais dire leadership. Tu me dis ça comme tu veux, tu me mets ça dans le panier que tu veux. C'est qui le leader à Utah ? C'est Donovan Mitchell. C'est qui le leader à Utah ? C'est Donovan Mitchell. Non, mais je pose la question aux gens avec qui... Rudy. Mais ils n'ont pas le niveau requis, je pense, ni l'un ni l'autre en termes de leadership Oui, voilà, pour on emmener une dit équipe au titre. Oui. Il te faut un trompa. Un mec qui met des tartes. Ouais. Et c'est pas Et Quinn puis, Snyder qui le fait. J'ai été assez déçu. Tiens, tu parles du coach. Moi, j'ai été assez déçu par sa réflexion tactique. Personnellement, dans la série contre les Clippers. Un peu de malchance aussi. Un peu de malchance parce que vraiment, Mike Conley, ça tient, tu sais quoi ? Ça lui aurait fait du bien en leadership. Ça, oh là 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 là. Pas qu'en technique et en tactique, hein. En leadership. Ouais, sur le terrain. Ouais, Sur le terrain, là, wow, ça lui aurait fait grave du bien. Malheureusement pour lui, il l'avait pas. Donc plusieurs éléments qui ont manqué au Jazz, et bah d'ailleurs, hein, ça a dégagé alors qu'il y avait 2-2 dans la série et que les Clippers venaient de perdre Kawhi. Bien sûr. Attends, quand même. Je veux pas faire un 10 envers les gars du Jazz, parce qu'on sait que voilà, il y a du leader, tu te dis, avec Mike Conley, avec Bogdanovic, avec des gars qui sont capables, Joe Ingles et tout, qui est capable d'apporter. Mais quand tu combines certains petits... En fait, c'est un alignement tellement sensible, parce que tu combines des petites choses. Tu reviens à la maison pour le Game 5, et on a parlé de l'effet Kumbaya, où en fait tu affrontes une équipe qui, elle, est vraiment dos au mur et saisit sa chance. Bah t'as le Terrence Mann game, quoi. Et t'as un Paul George qui Terrence Mann game, c'est les 6. Hein. C'est tout à fait le 6. Et sur le 5, t'as un joueur, Paul George, avec d'autres gars qui sont à un niveau que, en fait, les mecs de Utah rêveraient d'avoir, en fait. Ouais. Donc ta superstar, le répond présent. Ouais. Je pense que, même si c'est une punchline qui fait mal aux fans du Jazz, et je vais devoir la ressortir, je pense qu'il y avait une part de vérité dans ce que disait, dans ce qui s'est passé avec la draft des All-Stars en mars dernier. C'est est-ce qu'on a vraiment des superstars ? Je pense On peut se poser la question. Franchement, c'est pas contre Donovan et Rudy. Je pense que c'est des joueurs qui sont très forts, mais quelque part, est-ce que c'est les options 1 et 2 de l'équipe qui vont jusqu'au titre ? Je pense pas. Est-ce que ce sont des options 2 et 3 d'équipes qui vont jusqu'au titre ? Ou est-ce qu'il y en a un qui s'intercale entre les deux ? 1 et 3 Peut-être, ouais. Je suis d'accord. C'est pas les superstars. Et donc je pense que du coup, ça met encore plus en valeur le fait que la blessure de Mike Conley a fait très très mal.
Parce que Donc ils ont vraiment le côté superstar qui est peut-être un peu ric-rac, et ils ont le côté blessure qui leur a fait très très mal, et ensuite vient s'adjoindre à ça le côté mental avec réflexion tactique. sur le curseur Pistons 2004, Spurs 2014, je sais qu'il est un peu zarbe, hein, mais j'essaie d'utiliser cette échelle. Parce qu'en fait, Utah, je les mets absolument pas dans le modèle de construction d'une équipe, tu vois, qui avait des superstars et qui savait qu'elle avait un des 15 meilleurs joueurs de la NBA. Ils avaient un gros collectif qui était capable de très bien attaquer et très bien défendre. Par rapport aux Pistons dont on vient de parler, ou les Spurs qui ont été champions, etc., il leur manquait vraiment ça, quoi. C'est-à-dire de la superstar. Et où, quand on compare avec le modèle de Détroit 2004, du mental et du leadership. Un gros leadership. Ouais. Larry Brown, Billups, les Sheed. Ouais, non, le Jazz. Ouais. Les Nets, on en a parlé des Nets? Bon, bah, la blessure. C'est clair. Hein. Ils avaient tout le reste, hein, ou quasi. Hein. Peut-être la défense qu'on pouvait un peu critiquer, mais ils ont quand même montré qu'ils pouvaient faire des bonnes choses. Hein. Ouais, parce que même tu peux dire quoi, ton coach qui n'a pas d'expérience. Tu leur enlèves pas 2 des 3 meilleurs joueurs. Les Nets, ils avaient tout, ouais. On passe en revue les autres aussi, vite fait, ou quoi? Ouais, bah, en rapide, hein, Dallas... Pardon. Dallas, il te manque un peu. Il te manque quoi? Il te manque du banc. De la défense. Aujourd'hui, il te manque un coach. Et de la défense. Mais t'avais un coach à l'époque. Défense, il te manque de la défense, il te manque des stars. Ouais, là, il n'y en a qu'une. Voilà. Il te manque il te manquait beaucoup de choses. Ouais, il te manquait beaucoup. D'ailleurs, t'es sorti au premier tour. Hein. T'es loin encore. Portland, oh là là. Défense. Défense. De la défense, coach. Du mental. Ouais, mental. Et de la réflexion tactique. Wow. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, voilà. Banc. Le Heat, leur manquait quoi cette année? On a souvent parlé du bouton on-off. Ça n'existe pas. Non, bien sûr. Mais par contre, il y a le bouton chance aussi. Ouais. Et on a dit qu'à 2 victoires près, tu joues pas les Bucks au premier tour, mais tu joues les Knicks. Oui, mais ça, ils ont pas voulu. Enfin, ils ont fait un match pour se jouer ou je sais pas quoi. Enfin, c'est de leur faute. Quoi. Non, mais tu vois, il faut aussi cette part-là, parce que souvent, on regarde la fin de série régulière, on se dit genre, ah, mais attends, mais c'est bon la série régulière, ils 72 matchs, etc. Et puis en fait, sur les dernières défaites de la fin de saison, bah du coup, tu te retrouves dans le bracket qui va pas du tout. Donc, il n'y a pas un peu de talent aussi? De talent? Un peu. Talent quoi? Offensif, global? Ouais, offensif, ouais. Ah, offensif. Du vrai talent offensif, ouais. Mettre des paniers. Si. Quand même, hein? Non? Si, moi je crois qu'ils ont affronté les Bucks surtout. Attends, c'est hyper dur. Ah non, c'est hyper dur. Ils ont surtout affronté les Milwaukee Bucks. Mais il leur manquait de la continuité. C'est vrai qu'on a pas parlé de ça. Faut que dans ta fin de saison, tu peux pas genre, hello, non. Voici les playoffs. Dynamique pour arriver en playoff. Il te fallait de la dynamique, il te fallait du talent offensif, il te fallait des joueurs du bucket getter, parce que quand ça s'est resserré en défense, c'était chaud. Et que Tyler Hero ou Goran Dragic ou Jimmy Butler, ils ont pas répondu présent. Et pareil, je veux dire, le Heat a été exceptionnel l'année dernière dans sa bulle, c'était fou, tout le monde en parlait. Mais on adore Jimmy Butler, on adore Bam Adebayo, dans le classement des meilleurs joueurs de toute la NBA en termes de superstars. Est-ce que c'est les options 1 et 2 d'une équipe qui va au bout? Moi je dis non. Moi je sais pas, mais en tout cas... C'est dans ce sens-là que je te parlais de talent. Ouais, bien sûr. C'est pas pour leur faire offense, c'est juste pour dire que bah y a peut-être un petit talent... Voilà quoi, ils ont essayé d'avoir James Harden à un moment, tu vois. Bah... Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Non, j'allais dire, fallait peut-être prendre Harden. Je sais pas s'ils pouvaient vraiment le prendre. Hein. Nah, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'était quand même pas mal des rumeurs. J'ai du mal à croire que Pat Riley, il ait pas voulu filer Tyler Hero et je ne sais quel package pour avoir James Harden. Évidemment qu'il y avait un gros package, mais... J'ai du mal à le croire. À d'autres. Bah, démerdez-vous avec... Vraiment, j'ai du mal à le croire. Avec nos âges. Tiens, bah, il y a Pat Riley qui nous appelle. Ouais. Les Celtics. Qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? La santé, Michel. Santé. Jaylen Brown, tu le perds. Peut-être que les choses sont pas pareilles. Bon, complètement, les blessures, clairement. Mais Jaylen Brown, tu peux pas. Blessure et continuité. Continuité. Ouais, je suis d'accord. Ok. Les Nuggets, on l'a dit, c'est les blessures qui les ont... Boston. Le banc. Profondeur. Ouais, franchement, on était là à chaque fois, genre... on est en plein playoff, let's go. On va faire... Kelly, tu peux y aller, Peyton Pritchard. Le coaching, réflexion tactique, ils avaient, groupe, leadership, il y en avait pas mal. Identité, superstar. Tu parlais de...
Les Nuggets, on en a parlé, c'est évidemment une grosse blessure, Star au pluriel. pas de chance, donc star au pluriel. Parce que t'as la superstar, mais Ouais, tu perds Jamal Murray. ça fait trop mal. Ils avaient combien de cases cochées, Denver? Pas mal. Ils en avaient pas mal, hein. Parce que star, t'as coaching, réflexion tactique, franchement, c'était pas si mal dans l'ensemble, Mike Malone. Si Murray est là, en fait, tout de suite, c'est plus pareil, en fait. T'as Austin, Facundo. T'as Monte Morris, tu vois, non, c'est pas si mal que ça. L'infirmerie les a flingués. L'infirmerie les a flingués parce que sinon le tout. groupe il a montré l'année dernière que dans l'adversité il savait réagir. T'as du leadership, tu commences à avoir un petit peu d'expérience. T'es capable de défendre de manière honnête, enfin tu vois. Un peu plus de verrou défensif. Ouais, un peu plus de verrou défensif, ça je suis d'accord. Et même aussi peut-être un peu plus d'expérience aussi petit à petit. Ah ouais, ça va venir. C'est bien, il commence à enchaîner les demi et les finales de conf. Oui. Qui manquait d'autres là? Il nous manque, par exemple, j'en ai un pour toi, tu vas nous expliquer ce qui manquait aux Wizards. Ah, j'allais y venir. Ah, il manque un coach. Oui. Il manque de la défense. Oui. Mais alors là, il faut parler en majuscule. Oui, il manque un coach. Ouais, et il manque de la défense. Voilà, c'est ça. Il manque une identité. T'as de l'expérience. Ouais. Ça va un peu, mais t'en as pas non plus tant que ça. Hein. Et il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Les Grizzlies? Du temps. Ouais. D'expérience, du coup. Parce qu'ils ont une jeune star. Ouais. On va voir s'ils ont des superstars. Voilà. On va voir s'ils manquent de talent ou pas. On va voir s'ils sont Utah ou s'ils sont, tu vois. Et on va voir s'ils manquent de talent ou pas. Expérience, c'est sûr. Ils peuvent prendre le parallèle Utah. Hein. Ouais. Donc il manquait de l'expérience, il manquait certainement un peu de talent à développer. Ouais, expérience de coach. Hein. Expérience de coach, même si c'est du bon boulot de Taylor Jenkins. Bien sûr, mais bon. Mais bien sûr. Donc ça fait beaucoup, là aussi. Les Sixers, on en a parlé hier. Ah bah un coach. Ou avant-hier. Hein? Coach. Groupe. Mental groupe, moi j'ai noté là. J'ai écrit mental/groupe. T'as écrit mental avec combien de A? Mental. Et coach/tactique. Ouais. Alors, on le sait, on l'a vu. Hein. Et puis pour finir, le meilleur pour la fin. Puisque là, je crois qu'on a fait tout le tour des équipes qui étaient en playoff et qui se sont fait éliminer, sauf une, les Knicks. Qu'est-ce qui manquait à nos amis les Knicks? Ah bah, tu parlais de talent là pour Miami offensif. Waouh, il faut du talent offensif pour les Knicks. Ouais, talent offensif obligatoire. On peut pas dire qu'ils aient eu trop de problèmes de chance ou de blessures. C'était non. Bon, Mitchell Robinson, c'est vrai que c'est relou, mais. Mais t'as identité, coach, un peu de banc. Il leur faut du temps. Bucket getter. Il faut du talent. Défense. Il faut. Ça va la défense. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il faut du talent, il faut de l'expérience. Un peu d'expérience quand même. Ah oui. Parce que c'était Derrick le taulier avec Taj Gibson. Et du talent, je veux dire, avec un immense T, quoi. Enfin, je veux dire, un grand T, quoi. Ouais. À moins que... On va voir comment va se développer RJ Barrett, on va voir si Julius Randle peut continuer à progresser, mais on a bien vu que Julius Randle, là, il y a eu un step en playoff, il a eu du mal à le passer, quand même. Hein. Ça a fait mal, quand même. Très mal. Merci, John Collins. Voilà. Et DeAndre Hunter. Ouais. Ok, voilà. Voilà à peu près pour la liste. Hein, voilà, donc, maintenant les gens ils savent. Vous savez, on vous a dit, on a toujours sur cette chaîne, on vous annonce l'avenir. Évidemment sur cet apéro, on vous attend dans les commentaires, voilà, pour sortir un petit peu de ce sujet. Moi j'ai bien kiffé parce que ça nous permet aussi de parler un peu hors actu. Il n'empêche qu'on va suivre évidemment ce qui va se passer. Hors actu, mais quand même un peu dans l'actu. Tout à fait, on va suivre sur le mois à venir quelles vont être les cases qui vont être cochées. Est-ce qu'il y en a qui vont garder leur chance, qui vont, on touche du bois, garder leur infirmerie bien vide, hein, et puis un petit orteil sur la ligne. Un rebond d'arceau qui aide bien, et puis après tu peux t'en sortir gentiment. On vous attend dans les commentaires, on fait des bisous, on se retrouve bientôt pour d'autres petits apéros. Ciao.